Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comité international des pénalistes francophones. Comité international des pénalistes francophones. La présente collection se destine à la publication des travaux du Comité des pénalistes francophones. Elle comprend notamment les actes des congrès internationaux organisés par le comité. Comité de lecture. Delphine Bracchthiel. Maître de conférence HDR, à l'Université de Lorraine. Directrice scientifique de la 7e journée franco-belge de droit pénal. Jean-Paul Serret. Maître de conférence à l'Université de Pau, France. Vice-président de l'Association française de droit pénal. Président du Comité international des pénalistes francophones. Léonide Golovko. Professeur à l'Université d'État de Moscou. Lomonosov, Russie. Vice-président du Comité international des pénalistes francophones. Carlos Eduardo Japiaçu. Professeur Université d'État de Rio de Janeiro, Brésil. Président de l'Association brésilienne de droit pénal. Secrétaire général adjoint de l'Association internationale de droit pénal. Vice-président du Comité international des pénalistes francophones. Kali Nyang. Avocat au barreau de Paris. Président de l'Académie internationale des hautes études sur la sécurité, Dakar, Sénégal. Vice-président du Comité international des pénalistes francophones. Mana Shim Aoka. Professeur à l'Université d'Osaka, Japon. Vice-présidente du Comité des pénalistes francophones. Les auteurs. Julie Alix, professeure à l'Université de Lille, CRDP, ERADP. Delphine Bracchthiel, maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine, Institut François Génie. Jean-Marie Brigand, maître de conférence à Le Mans Université, membre du THEMISUM, membre associé de l'Institut François Génie. Christophe Després, assistant et maître de conférence à l'Université de Liège, avocat au barreau de Bruxelles. Philippe Félix UNCANIN, doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, Institut François Génie. Daniel Flore, professeur à l'Université de Liège, directeur du SPF. Justice. Raphaël Malagni, magistrat fédéral, parquet fédéral de Belgique. Jérôme Lasserre-Capdeville, maître de conférence HDR à l'Université de Strasbourg. Patrick Thevisen, avocat assistant à l'Université de Liège. Jean-Baptiste Thierry, maître de conférence à l'Université de Lorraine, Institut François Génie. Avec le concours de l'Institut François Génie, et A7301. Avant-propos, Delphine Bracchthiel. Maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine, Institut François Génie, et A7301. Quel point commun entre une mère de famille qui envoie un chèque à son fils parti en Syrie, et une multinationale qui, à coups de pot de vin, assure sa sécurité sur un théâtre d'opérations terroristes? Dans un cas, on évoque ici 190 €, là 2835 €, dans l'autre des centaines de milliers d'euros, voire même un budget mensuel de 200 000 $. Le financement du terrorisme. Dans l'affaire de la filière djihadiste de Lunel, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé celui qui s'était contenté d'accompagner à l'aéroport sa belle-sœur repartant en Syrie tout en lui transmettant une collecte de 190 €. À l'inverse, 2 ans de prison ferme ont été prononcés contre une mère de famille en septembre 2017 pour avoir envoyé 2835 € à son fils, radicalisé, qui s'en est ensuite servi pour rejoindre la zone irako-syrienne où il est décédé. En défense, elle dira ignorer la destination finale de son fils et a fait appel de la condamnation. C'est au demeurant par le biais du circuit court mis en place en 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, pour les délits terroristes de basse intensité, que cette dernière a été jugée. C'est donc à la 16e chambre correctionnelle de poser une jurisprudence sur cette délicate question, qui risque d'envoyer de nombreux autres parents de djihadistes français sur le banc des accusés. De fait, selon l'article 421-2-2 du Code pénal,
constitue un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques. De l'autre côté de l'échiquier et pour la même incrimination, point de circuit court. Aujourd'hui, l'entreprise Lafarge, un cimentier français, est accusée d'avoir financé le terrorisme suite à une plainte déposée par l'ONG Sherpa. En 2013, l'État islamique devenait en effet incontournable en Syrie, or l'entreprise Lafarge n'y fermera ses portes qu'en septembre 2014. Elle est donc restée sur place contrairement à d'autres multinationales. Toute la question sera de savoir à quel prix. Des sommes faramineuses sont évoquées et une instruction est en cours. La question, sensible, du financement du terrorisme s'avère donc protéiforme, d'où les difficultés auxquelles se heurtent les autorités de poursuite. Tout aussi dérangeante apparaît être la question du terrorisme low cost aujourd'hui. Point n'est besoin de beaucoup d'argent pour, en solitaire, faire un maximum de dégâts avec une camionnette ou une arme de guerre. La plupart du temps, le coût de l'organisation d'une attaque ne dépasse pas $10 000. Dans le même temps, les groupes terroristes se comportent comme des organisations, supportant de facto un coût de fonctionnement. Autrement dit, si le terrorisme est low cost, il convient aussi de traiter du financement des organisations. Le procureur de Paris a révélé ainsi qu'un travail de coordination avec les services de renseignement financier avait permis d'identifier en France 416 donateurs de l'État islamique ces 2 dernières années, ce qui est beaucoup. Organisée au siège de l'OCDE, la conférence de Paris a réuni le 26 avril 2018 près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays qui ont planché sur le financement du terrorisme international, et plus particulièrement celui du groupe État islamique et d'Al-Qaïda. Au terme de cette journée, le président Emmanuel Macron y a déclaré « Nos ennemis s'infiltrent au cœur de nos sociétés. Ils utilisent toutes les formes contemporaines de financement. Il nous faut franchir une nouvelle étape dans la lutte contre Daesh et Al-Qaïda. Il nous faut assécher le terrorisme à la racine. Il se nourrit des trafics d'êtres humains, de drogue ou d'armes. Il y a toujours un sous-jacent économique. Pour être efficace, nous devons prendre l'engagement de la transparence et de la mobilisation. » Il s'est ensuite félicité d'avoir achevé l'agenda de Paris, par une liste d'engagements forts. Le partage de renseignements, la lutte contre l'anonymat des transactions, l'identification des sources de financement, l'anticipation du détournement des nouveaux instruments financiers, l'engagement collectif vis-à-vis des pays vulnérables ou défaillants. Une prochaine réunion a été prévue en Australie en 2019 pour avancer concrètement sur ce fameux « agenda de Paris ». Si un consensus se fait ainsi jour quant à la nécessité de lutter contre le terrorisme, notamment par le biais d'un assèchement financier, force est de constater qu'elle impliquera également des contraintes de plus en plus importantes pour les différents acteurs économiques, qui n'ont pas pour cœur de métier d'être des auxiliaires de justice. Autant de questions méritant une journée d'études réunissant universitaires français et belges, mais également praticiens et politiques, sur une thématique riche et féconde, en prise directe avec l'actualité. 20 avril 2018. Le terrorisme et son financement. Une analyse de terrain. Raphaël Mal AGNINI. Magistrat fédéral, Parquet fédéral de Belgique. Introduction. La lutte contre le financement du terrorisme fut sinon initiée, à tout le moins sérieusement renforcée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, le président Bush évoquant à cette époque la mise en place d'un djihad financier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies précise, dès le 28 septembre 2001, que les États doivent prendre toutes les mesures afin de lutter contre le financement du terrorisme. Les États doivent, à cette fin, prévenir et réprimer le financement du terrorisme, ériger en infraction le financement du terrorisme et procéder au gel des avoirs. Les principes retenus pour assurer la lutte contre le financement du terrorisme nous paraissent avoir été élaborés en partant du postulat selon lequel les organisations terroristes auraient besoin de sommes très conséquentes afin d'exécuter des attentats et utiliseraient les circuits bancaires classiques afin de faire circuler les fonds. Les attentats récents ont pourtant démontré que des actions particulièrement meurtrières peuvent être entreprises pour un coût limité, voire nul dans certains cas. Dans une chronique de criminologie parue en 2003,
Michael Dantine et Vincent Seron relevaient l'asymétrie entre les besoins financiers nécessaires à l'exécution d'attentats et les conséquences financières causées aux communautés visées par ces attentats. Ils exposaient ainsi que les attentats du 11 septembre avaient coûté à leurs auteurs entre 200 000 et 500 000 $, alors que le coût pour les États-Unis aurait été chiffré à quelques 1000 milliards de dollars. Ces auteurs relevaient également que le principe selon lequel le terrorisme n'aurait pas besoin d'argent serait un mythe, exposant que les organisations terroristes ont besoin de se financer moins pour couvrir les coûts liés à la commission d'actes terroristes proprement dits, mais bien pour financer les besoins organisationnels parmi lesquels ces auteurs relèvent notamment la rémunération des membres de l'organisation terroriste ou encore la diffusion de propagande. Les actions de surveillance du système bancaire et de gel des avoirs nous paraissent avoir montré leurs limites. Ainsi, dans un article de juillet 2017, Peter Neumann relève qu'en 2015, le seul groupe terroriste État islamique était à la tête d'un budget de 1,7 milliard de dollars en faisant le groupe terroriste le plus riche au monde alors qu'en 2015, le montant des avoirs gelés attribués à l'ensemble des organisations terroristes de la planète était inférieur à 60 millions de dollars. Selon cet auteur, il est vain d'espérer stopper le financement du terrorisme par le biais de la surveillance du système financier, dans la mesure où les organisations terroristes n'utilisent pas le circuit bancaire traditionnel. L'auteur expose même que cette surveillance accrue du système bancaire conduit certaines banques à refuser le transfert de fonds vers un pays qualifié à risque. Il cite l'exemple de la Somalie, alors que 40% de la population dépendrait de transferts d'argent venant de l'étranger. Il paraît d'autant plus vain de surveiller le système bancaire et de procéder au gel des avoirs, que la source du financement d'une organisation terroriste telle que l'État islamique provient principalement des territoires qu'elle contrôle par le biais de la confiscation des biens des habitants ou d'exploitation des ressources naturelles du territoire contrôlé. Dans la mesure où cette organisation terroriste s'est constituée en quasi-État dans les territoires qu'elle contrôlait alors, ses dépenses ont considérablement augmenté. On pense au paiement des enseignants, des soldats et plus généralement de toute la bureaucratie, consécutive au développement d'un quasi-État. Cette forme de financement de l'organisation terroriste État islamique échappe très largement, sinon totalement, au regard des autorités judiciaires belges. Elle n'a pu être entravée qu'au moyen des mesures d'embargo décidées au niveau international et d'opérations militaires. Peter Neumann illustre son propos en citant l'exemple d'un bombardement américain qui, en janvier 2016, aurait détruit un entrepôt abritant des dizaines de millions de dollars en cash détenus par l'État islamique. Du point de vue du financement des attentats perpétrés en Europe, on constate que le budget est extrêmement modeste. Dans une étude de janvier 2015, Emily Oftedal indique que dans la très large majorité des cas, le budget consacré aux actions violentes est inférieur à 10 000 $. Cette étude porte sur 40 cellules terroristes ayant perpétré des attentats sur le sol européen entre 1994 et 2013. Les sources de financement des terroristes proviennent très largement de leurs ressources personnelles, 58% selon cette même étude. Seule une cellule sur 4 aurait reçu l'aide financière de l'organisation terroriste dont elle se revendiquait. Les auteurs des attentats procèdent dès lors par autofinancement, ce qui, dans une perspective de détection des projets d'attentats, rend très largement inopérantes les mesures de lutte contre le financement du terrorisme. Les récents attentats perpétrés en Europe confirment la faiblesse des moyens financiers nécessaires. Selon certaines estimations, les attentats de Paris du 13 novembre 2015 auraient nécessité une somme de l'ordre de 82 000 €. Dans certains cas, les sommes sont encore largement inférieures. L'attentat de Nice du 14 juillet 2016, causant la mort de 86 personnes, semble avoir pu être exécuté pour un montant limité à la location du camion utilisé par l'auteur. L'attentat de Berlin du mois de décembre 2016, exécuté selon un mode opératoire similaire et causant 12 morts, présente lui un coût quasiment nul puisque l'auteur a volé le camion utilisé. En Belgique, l'attentat de Charleroi du 6 août 2016, blessant gravement 2 policières, est exécuté pour un coût nul dans la mesure où l'auteur s'est servi d'un couteau normalement utilisé pour égorger le mouton lors de la fête de l'Aïd. De même,
La tentative d'attentat à la gare de Bruxelles Centrale du 20 juin 2017 fut réalisée pour une somme de quelques centaines d'euros permettant à son auteur d'acquérir une valise, des bouteilles de gaz et des boulons. L'auteur de cet attentat a très probablement trouvé le mode d'emploi pour la confection de son engin explosif sur Internet. Ces quelques éléments amènent à conclure que si les mesures généralement utilisées dans la lutte contre le financement du terrorisme présentent un intérêt certain, elles sont totalement insuffisantes pour prévenir les actions terroristes. Au travers de 2 exemples, nous reviendrons sur l'intérêt pratique des diverses mesures de surveillance de circulation des capitaux. Il semble illusoire de penser que la surveillance des circuits bancaires classiques permettrait de prévenir la commission d'attentats terroristes. Dans la lutte contre le terrorisme, l'approche par le financement permet d'obtenir certains résultats dans l'approche du phénomène des ressortissants belges partis rejoindre les rangs de l'État islamique en zone syro-irakienne. L'approche par le financement permet également d'obtenir de multiples informations dans des dossiers dits réactifs. 2 exemples illustrant l'utilité du dispositif légal de lutte contre le financement du terrorisme. Parmi les mesures législatives permettant de lutter contre le financement du terrorisme, nous identifions, outre le gel des avoirs, la législation anti-blanchiment des capitaux ainsi que la limitation de l'utilisation du cash. Nous identifions également l'interdiction générale de contribuer au financement d'un groupe terroriste déposée à l'article 140 du Code pénal, de même que l'interdiction de contribuer au financement d'un terroriste individuel déposée à l'article 141 du Code pénal. Le tribunal correctionnel de Bruxelles fut ainsi amené à connaître de l'hypothèse suivante. 2 sujets libanais passent les contrôles à l'aéroport de Zaventem, Bruxelles. Suite à une information émanant de France, les douanes procèdent au contrôle approfondi de leurs bagages dans lesquels on découvre une somme légèrement supérieure à 1 million d'euros. Ils resteront dans l'incapacité de justifier de l'origine licite des fonds en leur possession. Le dossier ne permettra pas d'établir un lien avec un groupe terroriste. Toutefois, la législation anti-blanchiment des capitaux et le règlement européen relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la communauté permettront d'asseoir la condamnation des 2 prévenus ainsi que la confiscation des sommes d'argent. L'arrêté royal du 5 octobre 2006 pris en exécution de cette réglementation européenne contient dans son rapport au roi une référence directe à la lutte contre le financement du terrorisme. Un autre exemple illustre encore l'utilité du dispositif normatif actuel. En novembre 2012, les services belges de renseignement avertissent les autorités judiciaires de ce que 2 individus seraient occupés à la collecte de fonds, au profit de l'organisation kurde PKK. L'enquête aboutira à des perquisitions permettant la saisie d'une somme en liquide supérieure à 300 000 euros. Les intéressés font actuellement l'objet de poursuites du chef de financement du terrorisme, art. 140 du Code pénal. Ils sont suspectés de s'être livrés à ce qu'on appelle la campagna, soit la collecte d'une sorte d'impôt frappant l'ensemble des personnes membres de la diaspora kurde qui sont amenées, plus ou moins volontairement, à verser, selon certaines estimations, jusqu'à 10% de leurs revenus annuels. En droit belge, il existe actuellement une controverse sur la question de savoir si l'organisation PKK doit être qualifiée ou non d'organisation terroriste. La condamnation sur le fondement de l'article 140 du Code pénal sera donc débattue. Ici aussi, le dispositif anti-blanchiment de capitaux pourrait permettre d'asseoir la condamnation des prévenus. À ce stade, les sommes sont actuellement dans les mains de la justice. La lutte contre le financement des Foreign Terrorist Fighters, FTF. L'État islamique a indéniablement attiré de nombreux citoyens belges qui ont rejoint les territoires contrôlés par cette organisation. On estime à plus de 400 le nombre de résidents belges qui ont rejoint la zone syro-irakienne au cours des dernières années. Bon nombre de ces personnes qualifiées de FTF ont financé leur voyage au moyen de leurs ressources personnelles, souvent issues d'allocations sociales. Très rapidement, il a été remarqué que ces personnes continuaient à percevoir leurs allocations sociales alors qu'elles ne résidaient plus sur le territoire belge. Un premier aspect de la lutte contre le financement de membres d'une organisation terroriste a donc été de stopper le plus rapidement possible le paiement de ces allocations.
Bien que l'État islamique paraisse avoir rémunéré ses combattants, les pertes territoriales et les diverses mesures d'embargo ont probablement permis d'assécher les ressources financières de l'organisation. Les combattants belges ont alors fait appel à la solidarité familiale et sollicité l'envoi de fonds à partir de la Belgique, afin d'assurer leur subsistance sur place. Ces envois étaient également réalisés dans le but de faire parvenir les allocations sociales qui auraient été versées sur le compte du FTF après son départ. Ainsi qu'il a été dit, les moyens classiques de lutte contre le financement de groupes terroristes apparaissent relativement inefficaces pour ce qui concerne l'organisation terroriste État islamique. Par contre, la surveillance des flux financiers de la Belgique vers les FTF permet de lutter contre le financement des combattants de cette organisation. La collaboration entre Europol et les divers services de transfert de fonds a ainsi permis de mettre en lumière les circuits de financement des FTF. Ce financement s'opère au moyen de ce qu'on appelle les Syrian Wallets. Schématiquement, une personne présente sur le territoire belge utilise un organisme de transfert de fonds de type Western Union pour envoyer de l'argent à un collecteur de fonds basé en Turquie ou au Liban. Les fonds sont ensuite transférés à leur destinataire final qui est un combattant de l'IS présent sur zone. Des auditions menées, il ressort que la personne présente en Belgique est contactée par le FTF qui lui indique à quelle personne il doit envoyer de l'argent. Lorsque le résident belge a envoyé les fonds, il contacte le FTF et lui confirme l'envoi. Ce dernier peut ensuite aller chercher son argent auprès d'un bureau tenu sur zone par l'État islamique. À noter que l'État islamique prélève une commission sur le transfert d'argent. L'envoi de fonds par un résident belge contribue dès lors à la subsistance du FTF, mais aussi indirectement au financement de l'organisation terroriste elle-même. Les collecteurs de fonds agissant pour le compte de l'État islamique ont pu, assez aisément, être identifiés par les organismes de transfert de fonds dans la mesure où ils recevaient soudainement et sans raison particulière de multiples transferts de fonds émanant de personnes sans lien entre elles et de pays différents. Une liste de collecteurs de fonds a donc pu être établie. Chaque autorité judiciaire nationale a ensuite pu examiner quels étaient ces ressortissants qui avaient adressé des fonds aux collecteurs ainsi identifiés. Les envois de ces ressortissants belges ont ensuite été examinés faisant apparaître encore d'autres collecteurs de fonds. Ces analyses ont principalement été effectuées par la cellule de traitement de l'information financière, CTIF. En pratique, la CTIF dénonce les faits au parquet fédéral qui est ensuite chargé d'effectuer l'enquête judiciaire. Les dossiers réactifs peuvent aussi faire apparaître des entités inconnues de la CTIF, pour lesquelles une vérification des mouvements financiers peut s'avérer utile. Dans une telle hypothèse, outre l'enquête effectuée par l'intermédiaire des services de police via réquisitoire bancaire, la CTIF peut également être activée par le biais d'une dénonciation à celle-ci par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 79.3, 2° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Au niveau judiciaire, chaque personne qui a adressé des fonds à des collecteurs fait l'objet d'une enquête du chef de participation à l'activité d'un groupe terroriste, art. 140 du Code pénal, dans la mesure où elle est soupçonnée d'avoir, en parfaite connaissance de cause, apporté un soutien financier à un combattant terroriste. De nombreuses enquêtes ont ainsi été initiées. On relève un premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dendermonde 2, le 26 février 2018. Dans cette affaire, la maman d'un combattant de l'État islamique présent dans la zone syro-irakienne est condamnée pour avoir fait adresser de l'argent à son fils, un peu moins de 10 000 euros. La sœur de ce combattant est également condamnée pour avoir fourni une partie des fonds. Le dossier démontre que les fonds ont été expédiés via Western Union à Mersin en Turquie et réceptionnés par un collecteur de fonds. Le tribunal met en évidence le fait que c'est en parfaite connaissance de cause des activités de ce combattant que les prévenus lui ont adressé des fonds qui ont notamment servi à l'achat d'une arme de guerre sur place. Le tribunal affirmera également que le simple fait d'aider une personne à se maintenir au sein de l'organisation terroriste constitue une infraction. Ceci semble vouloir indiquer qu'adresser de l'argent à un combattant terroriste présent en Syrie
ne fût-ce que pour lui permettre de s'acheter de la nourriture, pourrait constituer une infraction de participation à l'activité d'un groupe terroriste au sens de l'article 140 du Code pénal. Les faits reprochés à ces deux prévenus emporteront leur condamnation à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour la maman et à 8 mois pour la sœur du combattant. Le financement de FTF par des membres de leur famille est une problématique européenne. Il n'est dès lors pas inintéressant de consulter les décisions rendues dans d'autres pays européens. On relève ainsi un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 28 septembre 2017 condamnant la maman d'un combattant à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour avoir, entre autres, adressé des fonds à son fils présent en Syrie. Le jugement ne précise pas les montants. On relève encore une décision rendue en 2016 par la Cour criminelle centrale de Londres, dans le cadre d'une procédure de plaider coupable, condamnant un individu à une peine d'emprisonnement de 2 ans. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.